Aujourd'hui, j'ai un invité. Qu'est-ce que c'est un RAG déjà? Bah écoute, on dirait que j'ai tout ton site. On store la donnée qu'on veut utiliser pour ce RAG. On peut voir que notre RAG il fonctionne. Alors, est-ce que ça marche? Ok, bah super. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un invité, Salim. Donc, je vais le laisser se présenter et je lui ai demandé de nous faire une petite démo de quelque chose que je ne sais personnellement pas faire et je pense que ça va intéresser beaucoup d'entre vous. Salut Salim. Salut Cédric, merci de m'avoir invité pour cette vidéo. Parce que je suis super content. On va bien rigoler, on va bien s'amuser. Donc, bah, moi, c'est Salim, j'ai 35 ans, je suis ingénieur IA freelance. Je bosse principalement avec des grands comptes comme Sanofi, j'ai bossé avec Brevo aussi, Deloitte et la BNP. Bon, il y a toujours, voilà, il y a pas mal de boulot en ce moment dans l'IA, du coup, on est pas mal sollicité, c'est super cool. Mais du coup, là, je crois que je suis là pour qu'on présente un petit RAG. En gros, comment on RAG un petit site juste en cliquant sans développement. Exactement. Donc, alors, on avait fait connaissance préalablement parce qu'on n'est pas très loin géographiquement et j'ai découvert ta chaîne YouTube qui mérite à être connue, donc je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et je pense que tu vas gagner pas mal de followers parce que franchement, ça mérite. C'est très technique ce que tu présentes, enfin très technique, en tout cas par rapport à ce que mon public a l'habitude de voir. Et donc, oui, l'objectif, j'avais vu une de tes vidéos où en un temps record pour moi, tu montais un RAG et en fait, tu interrogeais le RAG que tu avais mis en place sur un site d'info sur un de tes jeux vidéo préférés, si je me souviens bien. Et donc, l'idée que j'ai eue, c'est de faire la même chose sur mon site sur la photo nature, que j'utilise beaucoup dans mes vidéos pour expliquer certains concepts ou pour faire un peu de développement. Enfin, voilà. Et donc, dans l'idée, ça serait que tu nous montres comment tu fais pour faire tout ça. Et puis que tu nous expliques un petit peu technique, très rapidement, hein, il ne faut pas rentrer dans les détails, mais ce que c'est qu'un RAG, ce que c'est un MCP, et puis quels outils et comment tu vas faire pour les mettre en œuvre. D'accord. Alors en fait, rapidement, sans rentrer dans la tech, en vrai, c'est très simple. En fait, j'ai développé un serveur MCP. Donc un serveur MCP, c'est une API que je développe, qu'un agent IA, un LLM, va pouvoir utiliser, en gros, pour accéder à de la data, à des outils divers et variants. En gros, c'est des blocs de code que moi, je mets à disposition d'un LLM, ce qui permet, en gros, à cet agent, par exemple, dans le cadre là de ce qu'on va faire d'un RAG. Donc, un RAG, qu'est-ce que c'est un RAG? Déjà, premièrement, c'est de permettre à un LLM de faire une recherche dans une grosse base documentaire et de répondre, de faire une recherche très, très rapidement. Là, on parle en millisecondes et non en secondes. Et pour alimenter votre agent IA d'un contexte particulier, lui permettant de répondre à vos questions basées sur, par exemple, pour toi, sur ton blog. Là, ce qu'on va faire littéralement, c'est un agent IA qui va être en mesure de répondre à nos questions qui sont basées sur ton blog, Aube Nature. Donc là, je regarde un peu où ça en est parce que j'ai lancé l'extraction. On est à 358 pages sur 496 pages. D'accord. Est-ce que tu veux que je partage mon écran Oui, bien sûr. Ok, c'est parti. Alors effectivement, tu as lancé préalablement le scrap. Oui, ça prend du temps. Et ça prend du temps, il ne faut pas se mentir. Je l'ai lancé il est quelle heure? 18h16, je l'ai lancé il y a 10 minutes. Tu vois, j'ai lancé, on est à 358 pages sur 496 pages. Alors, comment j'ai fait? En fait, c'est un site qui s'appelle Firecrawl. Et c'est un site, moi perso, c'est quelque chose que j'utilise via SDK. SDK, c'est-à-dire un outil pour mon code, en fait, dans mon développement. Mais il y a aussi une petite interface qui permet de le faire en clic, en gros en no-code, quoi, juste en cliquant et en sélectionnant. Disons que c'est un peu moins performant, mais bon, ça fonctionne très bien. Dans toutes les vidéos que j'ai faites pour parler de ce genre de choses, on le fait toujours comme ça, en gros, via interface. Le but, c'est de ne pas coder ensemble. Donc là, j'ai rentré ton URL, tu vois, ici dans Crawl. En fait, dans Crawl, ici, ensuite, je règle un peu les paramètres ici. Donc, j'ai bien mis Crawl Entire Website, donc le site en entier. Et donc, voilà, après, j'ai fait Start Crawling et ça ça va faire 496 pages. Et on peut voir qu'actuellement, il a 358 pages sur 496. Donc, il est en train de crawler. Là, je vois qu'il est en pending, je ne sais pas pourquoi. Il s'est mis en attente et j'espère qu'il va se réveiller parce qu'on n'a pas que ça à faire. Donc voilà, donc on peut voir qu'actuellement, on a sur ton site entier, on a 358 pages actuellement sur les 496. Après, c'est parce que là, je suis en free tier, hein, je ne suis pas en payant. Ok, donc bon, écoute, The Playground can show the result. Bah écoute, on dirait que j'ai tout ton site. Il y a écrit Result 496. Donc là, en fait, là, j'ai deux possibilités.
soit je le télécharge en Markdown, soit en JSON. Nous, dans notre cas, on va le télécharger en Markdown parce que je ne vais pas retravailler la donnée. Si je voudrais retravailler la donnée via des pipelines et compagnie, voilà, faire mon boulot de dev en gros, je prendrais les deux, JSON et Markdown, je stockerai le Markdown dans un blob storage et je bosserai en JSON pour l'ingestion de données. Donc là, voilà, c'est des termes un peu barbares, oubliez ça. Mais en gros, là, je vais le télécharger en Markdown. Ça me fait mon petit export et je vais pouvoir en fait le storer sur Azure. Donc voilà, là ici, je sais que j'ai, tu vois, là, j'ai toutes les pages de ton blog en gros qui ont été scrappées ici. Et là, je vais aller sur Azure. En gros, Azure, donc, a ce qu'on appelle un cloud provider, en gros, de Microsoft. Et en fait, ce qu'on va utiliser, nous, c'est des outils Microsoft pour nous permettre de faire tout ça. Tu vois, là, je vais aller ici. En fait, ici, j'ai déjà une base de données déployée. Ça s'appelle une base de données vectorielle, donc spéciale Azure. On appelle ça Azure AI Search, en gros. Et vu que, en fait, j'ai développé un MCP, si on peut, on va aller voir sur mon GitHub, j'ai développé un MCP ici, donc Initial MCP ici, voilà, ce qui s'appelle Azure AI Search, en gros. Et ce MCP, donc, en fait, c'est des outils, vous voyez, des outils qui permettent à l'agent d'effectuer directement toutes les recherches. Ça fait que je n'ai pas à coder encore et encore et encore c'est beaucoup de code, c'est du code complexe en plus, faut pas se mentir, à refaire toujours ce travail. Et j'ai juste en gros à le déployer et mon agent peut l'utiliser automatiquement. Voilà. D'accord. Donc en fait, tu t'es fait une boîte à outils en quelque sorte. Exactement ça. Et après, je l'ai déployé sur NPM qui est le Node Package Manager. Et en fait, je l'ai déployé sur NPM, donc ce qui permet à mon agent de lancer des commandes NPM, NPX pour télécharger le code et l'utiliser. Et on va voir tout ça, on va le faire directement avec Claude Sonnet si tu veux, même directement. Ah ouais, nickel, très bien. Donc là, pour faire ça, en fait, il faut que, avant toute chose, avant de pouvoir directement utiliser la data, il faut que je la store quelque part sur Azure. Donc je vais la storer ici. Ici, là, j'ai un ressource group, storage portfolio. On va le mettre dedans. En fait, un ressource group, c'est quelque chose qui nous. Un storage account, c'est quelque chose qui nous permet de storer de la donnée tabulaire, documentaire, enfin peu importe. Et on va aller voir. Donc là, j'ai des containers, Apérocline, Galnet. Là, je vais créer un nouveau container que je vais appeler Home Nature, comme ça. Hop, je le crée. Et dedans, je vais mettre tous les documents qui concernent ton blog. D'accord. Donc là, ici, je vais dans Upload, comme ça, Browse Files. Et là, ici, tu vois, on a tout ça. Là, je vais faire un gros CTRL-A et je vais faire Ouvrir. Et comme tu peux voir, il y avait 496 éléments, 496 Markdown, en fait, qui représentent ton site. Ok, je fais une petite parenthèse. Le Markdown, c'est le formalisme qu'on peut utiliser dans GitHub pour la documentation. Exactement. Comme tu peux voir, voilà, c'est fait. Alors, on l'utilise pour la documentation. Aujourd'hui, franchement, moi, je l'utilise pour tout. Le format Markdown, en vrai, aujourd'hui, je l'utilise beaucoup, énormément. Par exemple, quand je fais un blog, je le fais en Markdown. Quand je fais une documentation, je le fais en Markdown. Tu vois, pourquoi? Parce que c'est super pratique, c'est super rapide. Voilà, on change, on évolue, au lieu de parfois de faire du HTML, tu fais du HTMX qui permet aussi d'avoir du Markdown. Enfin, c'est un peu plus, on rentre dans de la technique. Donc voilà, là, j'ai storé à peu près tous les documents dans ce blob, ce qu'on appelle un blob container. Et là, je vais retourner dans mon search service. Je vais faire import data new, comme ça, et je vais y dire que la data se trouve dans Azure Blob Storage. Là, je veux faire un RAG. Donc là, voilà, il faut que je configure un peu. Il y a un petit peu de configuration. En fait, c'est là ce qu'on appelle l'ingestion de données. On store la donnée qu'on veut utiliser pour ce RAG. Là, je mets bien ma subscription. Je dis bien que je veux utiliser ce storage account. Et là, ça va me donner tous les blob containers. C'est pour ça que j'ai créé un blob container, donc Home Nature. Et là, en fait, il va prendre tous les documents qui sont dedans. Là, je lui dis bien que c'est du Markdown. Next, tout simplement. Et là, en fait, je vais utiliser un modèle d'embedding. J'ai déjà eu un Azure Foundry et je vais réutiliser en gros ce modèle. Tu vois. Là, j'ai Azure OpenAI. Prends ma subscription. Mon service, il est ici. Là, il va chercher les modèles déploiement et j'ai Text Embedding 3 Small qui est le modèle OpenAI d'embedding basique. Ouais, c'est ce que j'utilise sur mes sites pour faire le maillage interne, en fait. J'ai développé un plugin qui calcule les embeddings de tous les articles et qui permet de rapprocher les plus. Je fais un cosinus de Salton sur les. Ouais, tu fais un RAG. Tu fais un vector search, en fait. Tu fais une recherche vector. Ouais, voilà. Et ça marche super bien. D'ailleurs, sur mon blog Home Nature, c'est ce que j'ai mis en place. Ah ouais? Ouais. Là, c'est ce qu'on est en train de faire, là, en fait. C'est à peu près ce qu'on est en train de faire. Là, alors, le schedule indexing, en fait, c'est l'indexation des documents. Parce qu'un RAG, en fait, c'est un moteur de recherche. Ça fait que tout est en cache. Et pour qu'on puisse, en millisecondes, retrouver cette donnée. Donc là, moi, je vais mettre once. En gros, on le fait qu'une fois, parce que la donnée est statique. On ne va pas réingestionner de la data. Mais selon votre ingestion de données, vous savez que la donnée va rentrer souvent, etc. Vous mettez que tous les jours, ou toutes les heures, toutes les 38, ou même un truc custom, que votre donnée est réindexée, en gros. Voilà quoi ça. Au niveau de ton service Azure, c'est un abonnement payant? Ouais, alors franchement, un site comme ça coûte rien. C'est limite gratuit.
S'il n'y a qu'un site, là, moi j'en ai plusieurs, comme tu l'as vu. Donc là, en effet, je vais avoir des frais. Tu comptes, je suis dans les frais basiques. Moi, sur Azure, là, si j'active tous les RAG, j'en ai pour 60 € en moyenne, avec tous les autres services que j'utilise. Actuellement, avec les services que j'utilise, j'ai des bases de données, j'ai beaucoup de storage, des containers, etc. J'ai beaucoup de choses, des Docker qui sont déployés, avec des back-ends, même des front-ends. J'en ai pour entre 10 et 15 € en moyenne par mois. Et aussi, j'utilise Azure Foundry. Donc ça varie en fait, c'est entre 10 et 15 €. J'ai même vu du 8 €, tu vois. Ça dépend vraiment. Ok, oui, donc c'est très abordable en fait. C'est très abordable. Pour le service rendu. Ouais. Il ne faut pas faire n'importe quoi, on va dire. Autrement, c'est très abordable. Donc voilà, là c'est en cours, c'est en train d'indexer toute ta data dans le RAG. Et si je refresh, on va voir petit à petit, ça va augmenter. Alors, je te propose qu'on teste une requête quand même pour voir. Ouais. On va mettre la vector search, on va hide les vectors, on va mettre le spell correction et on va dire qu'on fait des queries en français. C'est pour améliorer le système. French, ok, là je close. Et je sais pas, comme ça, on peut essayer, tiens, photographie animalière. Je pense que c'est quelque chose qui est assez récurrent dans ton blog. Donc là, je fais un search. Bon, là, j'ai rien. Super, pas de chance. Hide vector, spell correction. On va enlever la spell correction parce que je me suis plutôt bien exprimé. Si je fais un search, toujours rien. Ok, on va actualiser la data. Ok, ça commence. Ah, d'accord. Tu vois, là, j'ai à peu près 50 données. Donc 50 pages de ton site qui ont été retrouvées et qui me sont proposées. Donc là, il y a les textes vecteurs. Pourtant, j'avais demandé. Non, j'avais pas mis le hide vector, désolé. Et on va remettre le spell correction. On va bien préciser qu'on est en français maintenant qu'on a un peu de données. Et je retente. OK. 50 data. Donc là, tu peux voir, en fait, c'est toute la data qui est enregistrée dans ton site. Donc là, tu peux voir, là, il y a le chunk avec des images. Là, on dirait que ça, c'est une image, tu vois. Et donc, le LLM peut voir les images aussi. Du coup, il peut aller voir les images. Là, il y a le titre, les headers. Enfin, tu vois, c'est vraiment séparé. Et je ne vois pas le contenu. Si, c'est ça, c'est le chunk, en fait, le contenu. Après, c'est des petits chunks, hein, ils ne sont pas très gros. Du coup, c'est pour ça qu'il en a récupéré 50. Ouais, donc, le chunk, pour expliquer, en fait, il découpe le texte. C'est ça, c'est du texte découpé pour lier la requête. Tu veux tester une requête comme ça rapidement? Dis-moi quelque chose. Comment photographier une libellule? Par exemple, J'espère que je ne vais pas me tromper. C'est bon, c'est comme ça? Alors, là, il m'a mis en premier exploration photographique des facettes oculaires de libellule. Oui, donc ça, c'est une image, effectivement, qui est sur un article. J'ouvre les volets, que vois-je poser sur nos géraniums? Une toute jeune odonate, un 6 mètres commun. Bon, on peut voir que notre RAG, il fonctionne. Maintenant, je te propose qu'on fasse une chose, c'est que on demande à Claude, en fait. On parle à Claude directement basé sur ta donnée. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on va lancer Claude. Hop, avant, il faut juste que je fasse une petite config pour être sûr que le RAG sera bien pris en compte. Hop, là, je vais aller dans Claude ici, paramètres, développeur. Ouais, faut aller dans... j'ai Azure Search. On peut voir que voilà, vous voyez ici, en fait, il vient fetch avec la commande npx, mon paquet Azure Search MCP. Donc, j'ai bien les variables d'environnement qui sont configurées. Donc là, je vais essayer, je vais lui dire, il a tous les RAG. Attendez, je vais quitter tout ça. Et là, alors, je vais dans Close. Je veux juste vérifier un petit truc. Là, je vais dans mes index. Donc voilà, là, j'ai mon RAG qui est lié à mon site, Galnet, et lui dire direct, on peut lui parler, dis-moi comment photographier une libellule. Utilise MCP Azure AI Search. Azure AI Search, et on sait c'est quel index déjà pour éviter de perdre du temps. C'est celui-là. Hop. Alors, est-ce que ça marche? Ok, super. Après, je vais lui donner un autre MCP aussi, en fait, qui permet de lui donner un bon processus de réflexion. Donc voilà, là, il est en train de faire la recherche. Il cherche dans l'index, RAG Obnature. Il fait une search text, photographier libellule. Et lui, il veut juste le top 5, là. Il prend que les 5 premiers documents, en gros. Donc, il continue à réfléchir. Il se dit, excellent, je trouve des informations pertinentes sur la photographie de libellule. Donc, il continue, en fait, à rechercher. Bon, là, je ne sais pas pourquoi c'est en langue bizarre. Mais en fait, voilà, le score est un petit peu faible. Du coup, il essaie de trouver vraiment des précis dans sa requête. Donc voilà, donc là en fait basé sur ton blog, il dit que le meilleur moment et lieu sont les libellules sont plus facilement approchables au petit matin aux abords d'un étang avec quelques roseaux. C'est à ce moment-là qu'elles sont le moins actives et donc plus accessibles pour la photographie. Ça te paraît logique? Ah oui, c'est très logique. Ouais. Ok. Pourquoi le matin? Les libellules sont moins actives à cette heure, elles sont plus facilement approchables, vous bénéficierez d'une bien meilleure lumière naturelle. Où les trouver? Rendez-vous aux abords de points d'eau comme les étangs, les mares, les rivières. Ces insectes fascinants ont un comportement intéressant à observer. Elles effectuent un manège incessant recherchant proie ou compagne. Les observer et les photographier demande de la patience et de la discrétion. Il existe 2 grandes catégories d'odonautes. Alors ça, c'est un mot que je ne connais pas du tout. Un synonyme de libellule. Il y a les zygoptères et les anisoptères. Est-ce que ça, c'est des informations qui sont dans ton blog? Oui.
Bah, super, ça fait plaisir. Non? Donc ça semble très bien marcher. Voilà. Bon, bah, Ouais, écoute, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu en penses? ouais, c'est assez bluffant, hein. Donc là, ouais, tu vois, j'ai Claude Sonnet Aussi, qui peut discuter de ton blog, en gros. J'ai Claude alors qui peut discuter de d'Aube Nature. Voilà. alors là, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont regarder la vidéo, qui vont tout de suite avoir, plein d'idées, qui OK. vont leur venir en tête. Ouais. Imaginons que demain, un gros site, je sais pas, hein, on peut imaginer un e-commerçant Mmh. ou un gros site, d'information veuille, développer ce genre de choses avec, par exemple, dans l'objectif de créer un GPTs, je donne l'exemple du GPTs parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus utilisé, Ah, bien sûr. puis c'est le plus facilement partageable parce que les j'aime, dans le Gemini, par exemple, c'est un peu le bazar avec le compte, Google. Bah, j'ai expérimenté, hein, donc c'est beaucoup plus facile. Un GPTs, en 2 clics, tu peux le rendre public, donc et ça marche très bien. Et imaginons qu'on veuille, alors moi j'ai déjà fait le test, hein, de connecter un MCP, Ouais. le MCP Alloscan, pour pas le citer, qui est un outil SEO d'analyse de site. Et connecter un MCP, ça marche bien. Imaginons que demain, voilà, tu as un e-commerçant, il te dit, Salim, moi je voudrais créer quelque chose qui me permette de connecter le service en rafraîchissant mes produits avec les descriptifs de produits, la documentation que j'ai dans mon site, et en fait que les personnes puissent questionner, poser des questions et puis éventuellement être orienté automatiquement avec un lien vers mes fiches produits. Très, très simple, extrêmement simple. En vrai, il suffit juste, comme je t'ai dit, un MCP, en fait, c'est juste une API que tu développes. Tu peux la connecter à de la data. Et cette data, bah, si tu la modifies, elle sera toujours, l'agent, le LLM, ou ce que tu veux, aura accès à cette donnée modifiée directement. C'est le but du MCP et c'est des projets qui sont en cours actuellement dans beaucoup de grands comptes. On fait ça beaucoup en ce moment, c'est des MCP, en gros, qui se connectent à de la data, à des bases de données et qui servent cette donnée. Bon, souvent en read-only, en gros, sans modification, mais c'est quelque chose qui se fait énormément actuellement. Et donc, si je comprends bien, c'est quelque chose, le MCP, en quelque sorte, c'est une API, mais qui répond avec un type de réponse bien particulier, Non, orienté LLM. en fait, le MCP, c'est des outils on appelle ça des outils pour les LM, on appelle ça des outils pour les avoir. Mais en fait, c'est des bouts de code que toi vont permettre à ton agent de faire des requêtes, par exemple, dans ta base de données. Tu vas lui expliquer comment requêter cette base de données ou cette base de données vectorielle, comme on l'a vu ici avec le moteur de recherche, ou même avec, moi, ce que je fais beaucoup avec, j'ai déjà un MCP pour ça, avec Azure Table, tu peux très bien le faire, par exemple. Tu mets tu vois, comme on l'a vu là dans le blob, en fait, bah là, c'est des images qui ont été storées, mais tu as aussi des tables qui sont des données tabulaires, en gros, du NoSQL, en gros, si tu veux, en quelque sorte. Tu peux très bien storer cette data facilement dedans, en gros, dans Azure Table, donner ce MCP à ton LLM, lui expliquer que dans telle table et telle table, il y a ceci et cela. Après ça, tu fais un petit prompt système ou quelque chose, tu vois. Et à partir de là, ton LLM, quand tu lui parles, il peut devenir un vendeur ou ce que tu veux, en gros, pour toi, pour ton service. Tu peux même ensuite le connecter à lui permettre, moi je le fais, renvoyer des pages Stripe de paiement directement avec Ouais. la personne est là, elle discute avec son agent, elle dit: oui, j'aime beaucoup cette robe, j'aime beaucoup ces chaussures. Alors, il y a une conversation qui se fait, voulez-vous que j'ajoute ça dans votre panier, etc. J'ajoute ça dans votre panier. Ok, c'est bon, je valide mon panier. Ok, super, je vous envoie le lien de paiement. Boum, voilà. C'est quoi votre adresse? Je le pré-remplis pour vous. Tout ça, c'est ce qui se fait, c'est en cours en ce moment, et c'est beaucoup plus facile à faire qu'on le croit. Enfin, quand on a un minimum de bagages. D'accord. Et donc, on peut tout à fait imaginer sur un site e-commerce, par exemple, je vais prendre un exemple, un site e-commerce PrestaShop. Ouais. Ça pourrait être un autre système, hein, mais bon, je prends PrestaShop parce qu'au moins on a full accès au code. C'est pas comme un Shopify où c'est un peu plus bancal. On peut très bien imaginer développer un plugin qui permet en fait de Oui, connecter un LLM directement sur la base de données du e-shop. exactement. Plutôt le plugin, tu vas le connecter à une API qui gérera un peu Ouais. tu vois, ce back-end avec les MCP et tout. Mais tu peux, mais comme je te dis, c'est des choses qui se font. C'est des choses Ok. qui se font et c'est dans l'air du temps, quoi, littéralement. Moi, je vois rien de fou là-dedans, perso. C'est Et, d'actualité. et pour le côté, tout à l'heure, bon, là tu as fait un rapide exemple avec de la data statique. Si on veut faire un système un peu plus dynamique, c'est quel type de connecteur pour être plus dynamique? Alors, Enfin, pour être plus dynamique, en fait, tout cela, on a fait quelque chose de statique. Mais si on va faire quelque chose de dynamique, c'est qu'on va faire moi, je vais juste faire un script d'ingestion de ton blog, genre toutes les semaines, imaginons, qui va aller ingestionner ma data sur le blob, tu vois, le blob storage. mhm. Et depuis Azure, je vais lui dire, bah, toutes les semaines, tu réingestionnes la data, voilà, c'est bon.
C'est réglé. D'accord, ouais, c'est simplement du scripting. Ouais. Ok. Ouais, En fait, c'est ce qu'on appelle un pipeline d'ingestion. Quand tu fais un RAG, on appelle ça un pipeline d'ingestion. Ton pipeline d'ingestion, il peut être statique, comme là on l'a vu, mais en général, bien souvent, c'est non. La data évolue, tu vois, tout le temps. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu vas définir une durée, en gros, de réindexation, mais toi, en attendant, ta data, il faut que tu la mettes à jour, elle s'update, elle se modifie, enfin voilà, elle vit, la donnée, elle vit. Et juste en faisant, en séparant bien les couches, toi, tu sépares ton ingestion, ton retrieval et ta génération, et puis voilà, en gros, tu fais de la cleanarchie, tu sépares bien tes logiques, et tout va bien, c'est toujours pareil. d'accord. Et on peut. Alors, je vais aller encore plus loin dans ma réflexion, parce que je suis un petit peu dev, il paraît. Est-ce que, par exemple, tu as une grosse entreprise qui veut centraliser toute sa data Ouais. interne, Ok. donc tu vas utiliser exactement le même type de process. Mhm. Par contre, tu vas avoir plusieurs profils potentiels qui vont pouvoir interroger la même base de données, D'accord. enfin, la même data. Ouais. Là, à quel niveau va se jouer la spécialisation? C'est-à-dire que, je sais pas, tu as une grosse boîte je sais pas, qui va balancer, je donne des chiffres au hasard, hein, Mhm. 200 000 fiches techniques de produits. Ouais. Et parmi les personnes qui vont interroger cette base de données, tu auras les techniciens qui vont faire des installations sur certains types de produits, tu auras des commerciaux qui vont vendre les produits, enfin, tu vois un peu Bien sûr, je vois très, très bien, c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de faire. D'accord. Une rencontre justement sur un RAG où on faisait du contenu marketing. Donc c'est une grosse entité, donc c'était international, qui pouvait faire du contenu marketing pour les médecins, ou pour même des articles, enfin plusieurs choses. Donc là, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a il y a des tone of voice, des personas qui sont indexés, c'est ce qu'on appelle des métadatas qui sont indexés dans la métadonnée aussi. On ajoute ça en métadonnée, pardon, dans l'index, dans la collection, dans le payload, enfin, on peut appeler ça comme on veut. Ce qui nous permet en gros à l'agent d'avoir en gros toutes les informations nécessaires. On lui explique bien, bon, on va parler à des médecins de telle chose, eux, ils aiment bien quand voilà, ils ont à cœur leurs patients. L'objectif, c'est voilà, il faut les rassurer sur telle ou telle molécule, par exemple. Ou alors, à contrario, tu vas dire, là, je parle au commercial, il faut qu'il vende à telle pharmacie. Donc lui, il faut lui parler, en gros, il faut lui parler ROI, tu vois, par exemple, en gros. Et donc, cette génération de contenu, elle va s'adapter, en gros, à tout ça. C'est à peu près la question. Ouais, ouais, nickel. Et en fait, c'est vraiment ce que toi, tu en fais. C'est toujours pareil. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, quand tu nous en parles, ça a l'air d'une simplicité. Mais ça l'est, en fait. C'est ça, c'est que ça l'est vraiment. Et là, je vais pouvoir sortir ma citation préférée, Dis-moi. et que je ressors souvent en ce moment. C'est une citation d'Alan Perlis, qui était un chercheur en informatique, qui est décédé maintenant. Et la citation, c'est: en poursuivant l'inaccessible, la simplicité se trouve en travers du chemin. Ah ouais. Et, C'est puissant. et en fait, c'est exactement ça. En fait, c'est un énième exemple. Parce qu'en fait, on s'imagine, même moi, qui suis un power user de l'IA, mais plus côté, enfin voilà, je dis power user, utilisateur Ouais. de l'IA, je développe pas mal de choses qui se calquent avec des API, OpenAI, Gemini, j'en passe. Mhm. Mais par contre, j'avais pas cette vision de l'autre, entre guillemets, de l'autre côté du miroir. Ouais, Et là, en fait, je m'aperçois que c'est entre guillemets pas si compliqué. Alors, ça nécessite très certainement un gros bagage quand même, parce que, enfin, des compétences claires. Mais en fait, quand on te voit faire, en fait, c'est qu'une question de, c'est exagéré ce que je vais dire, de spécialisation. Alors, je suis assez frileux aujourd'hui de dire ça parce qu'en vrai, aujourd'hui, on se rend compte que la GenAI, ce qu'on appelle la GenAI, tu vois, toutes les briques GenAI en tant que développeur, aujourd'hui, demandent des compétences poussées en software engineering, en développeur logiciel, mais aussi une bonne théorie de sciences des données, de data science, de machine learning. Aujourd'hui, disons, sans ces deux briques, tu ne peux pas maîtriser toute la chaîne de valeur. d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il faut savoir évaluer tout ça, mais il faut aussi savoir le développer et bien. Tu vois, c'est ça aussi des choses qui reviennent, qui peuvent assez redondantes. C'est du code mal pensé, en gros, sur ces sujets, qui est fait très très vite et très très mal. Par exemple, parce que les personnes qui sont sur ces projets GenAI n'ont pas un gros bagage de software engineering. Par exemple, je vais rentrer dans des termes un peu barbares, mais ils vont pas avoir, disons, un gros bagage ils vont pas comprendre qu'est-ce que l'IOC, en gros, l'injection de dépendance, et tout ça, enfin, tous ces genres de sujets, et des choses qui sont très, très importantes dans le développement, en fait, pour éviter de la consommation de RAM et de CPU, par exemple. D'accord. Ah oui. Oui. Ah, ça peut être, on retrouve un peu enfin, le même genre de problématique dès lors qu'on touche à de la base de données de manière générale, hein. Ah, Même c'est en ça. informatique de gestion, moi, c'était mon métier à l'origine.
n'as pas du tout la même approche quand tu gères, je ne sais pas, je dis une ânerie, mais 10 000 lignes de données dans une table et puis 10 millions de lignes Exactement. ou 100 Exactement. millions de lignes. C'est Ouais. absolument pas la même approche, quoi. Et tu vois, à contrario, le software engineer, lui, qui va maîtriser un peu cette partie, ben, il ne va pas maîtriser la partie d'évaluation. L'évaluation, il ne va pas trop savoir comment évaluer, comment choisir quels paramètres pour ton LLM. Je mets quelle température, je mets quel top P, quelle présence penalty, etc. Tu vois, vraiment ces réglages de paramètres fins qui permettent d'avoir les meilleures réponses possibles, en gros. Là, pour lui, ça va être compliqué. Tu vois, c'est ça. Il faut vraiment ces deux parts. Ces deux parts elles se rejoignent. Et c'est vrai que ça, moi j'ai commencé avec OpenAI avec le Playground. Donc en fait, il n'y avait pas encore de ChatGPT à l'époque. Hein, j'ai commencé en 2020. Et quand ils ont sorti, en fait, quand ils ont ouvert l'accès à l'API GPT-3, et en fait, nous n'avions que le Playground. Et c'est vrai que ces paramètres, quand on n'est pas connaisseur ou enfin spécialiste, on tâtonne, en fait. Ah, mais c'est normal. Ouais, ça donne à peu près des bons résultats. Et c'est vrai que même encore aujourd'hui, il y a des choses que je ne sais pas utiliser, donc que je n'utilise pas, très clairement. Mais ça s'apprend. Oui. D'ailleurs, je forme si tu veux. Mais alors, je crois savoir que tu n'avais pas parlé, j'ai vu sur LinkedIn que tu avais parlé d'une formation. Ouais, c'est ça, je forme. Je forme vraiment. Ah ouais, d'accord. Bah, alors, par contre, je ne peux pas former monsieur tout le monde, on va dire. Oui, j'imagine. Oui. Comme je t'ai dit, il faut déjà un bagage de base. Moi, je me suis focus vraiment sur les software engineers, donc des personnes qui ont déjà un gros bagage en software engineering. Les personnes que j'ai actuellement dans ma formation, c'est en termes de profil type, on est plus sur un dev qui a plus de 5 ans d'expérience, qui est freelance, en gros, qui s'est vraiment déjà bien développé et qui veut vraiment faire ce passage GenAI et vraiment maîtriser toute la chaîne de valeur. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que ces sujets GenAI en tant que développeur sont très, très porteurs, en fait. Il y a énormément de missions, énormément de travail dans tous ces sujets-là aujourd'hui, et demain aussi d'ailleurs. Voilà, je veux pas dire, mais tout le monde dit le métier de développeur est terminé. On aimerait bien, mais malheureusement, non, pas encore. Mais je peux t'assurer qu'on serait les premiers à sourire et à être très heureux de ne plus à se prendre la tête à ce point. Oui, c'est clair. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais un jour peut-être, mais c'est pas pour aujourd'hui. C'est vraiment pas pour aujourd'hui. Et du coup, là, il y a beaucoup de sujets, énormément de sujets GenAI qui tombent. Il y a énormément de compagnies, de grandes boîtes. Enfin, en fait, tout le monde est dedans, tout le monde s'y met. Il y a des milliards qui sont investis. Donc, il y a énormément de création d'offres d'emploi, de contrats free, enfin, tout, en fait. Et se former en GenAI, même en tant que non-dev, je pense, c'est une bonne chose. Bon, moi, malheureusement, je ne peux pas former les non-devs. C'est pas vous n'êtes pas ma cible. Mais les développeurs, par contre, c'est littéralement ma cible. Déjà, je sais mieux leur parler, c'est plus facile pour moi. Oui. Entre nous. Et puis voilà. Mais autrement aussi, j'ai créé un livre avec Pacte Publishing, donc ils m'ont contacté cet été, en août, pour écrire un livre, encore une fois, sur la GenAI et le développement de produits IA en production. Donc encore une fois, c'est vraiment un livre qui sera à destination des développeurs et pas des non-développeurs. Donc je suis vraiment désolé là-dessus. Mais non, mais il y a aucun problème. Mais en tout cas, je suis certain que ça va intéresser beaucoup de monde parce que, mine de rien, dans les personnes qui regardent mes vidéos, il y a quand même, bon, c'est beaucoup des SEO, des éditeurs de sites, des personnes que je ne connais pas, donc je ne peux pas donner les profils, mais je sais qu'il y a aussi des profils très techniques. Comme j'aime bien comprendre, et ça m'arrive souvent parce que j'utilise beaucoup l'IA pour développer maintenant, ça m'arrive beaucoup en fait, je vois quand elle fait des âneries. Oui, bien sûr, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'il faut un minimum de bagage. Et c'est pour ça que tu arrives plutôt en termes orchestration et architecte. Parce que tu dois pouvoir débugger un peu ce que l'IA a fait, ce qui peut arriver. Il faut savoir que l'IA, elle envoie juste elle fait token plus token plus token. Elle prend le score, le token le plus logique pour elle. Donc, il n'y a aucune logique dans ce qu'elle fait. C'est ça qui est important et qu'il ne faut pas oublier. Oui, exactement. Dans son traitement. Il n'y a pas une réflexion humaine, réelle, comme nous. Et ça, malheureusement, beaucoup tendent à l'oublier et pensent que parle de AGI. Mais non, pas du tout. On en est très, très loin. Oui, je pense aussi, oui. Je suis moins spécialiste que toi, mais j'en suis totalement persuadé. Il n'y a aucune intelligence dans les LLM. Ça, il faut vraiment se le dire. Il n'y a pas d'intelligence du tout. Ils ont été entraînés sur des très gros corpus de texte, sur l'Internet tout entier. Ils connaissent tout. Ils connaissent toutes vos recettes de cuisine. Ils connaissent le bon comme le mauvais. Parce qu'ils ont été entraînés. En fait, c'est comme si on leur avait tapé dessus avec le petit Robert, quoi. Et ils l'ont appris comme ça à la dure. C'est un peu ça, hein, franchement, si je devrais résumer. C'est un peu plus complexe quand même, mais c'est littéralement ça. Donc, par exemple, ne demandez pas à ChatGPT comment, par exemple, si tu as mal au crâne, qu'est-ce que je fais? Parce que, bon, on est tous allés sur Doctolib il y a 10-15 ans. Quand tu as mal au crâne, je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu vas mourir dans 2 semaines.
Donc Ah voilà, oui. donc ChatGPT va te dire quoi? Elle va utiliser Doctolib comme référence et va te sortir les plus belles conneries que tu trouveras là-dessus. Et ça, il faut le savoir. C'est très important. Il faut bien faire la différence. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, bah, totalement. C'est ça Tu sais aussi. C'est un que vrai sujet. tu sais que je sors d'une longue maladie, comme on dit, Ouais. et j'ai fait l'erreur, en fait, que tous les malades, d'un cancer font au début quand ils sont malades, c'est d'aller regarder sur internet Ah, quelles sont les statistiques de rémission, et là, tu prends une grosse claque dans la tête parce que déjà, le contenu que tu trouves sur internet sans passer par un LLM, ce ne sont que des statistiques très généralistes, et quand tu passes par un LLM, alors là, ça t'achève. Et en fait, je suis devenu, entre guillemets, power user de NotebookLM, ah, parce qu'en fait, aussi. je lui ai fait emmagasiner des tonnes d'études scientifiques et des tonnes de stats officielles, et ça Mhm. m'a permis de comprendre comment étaient réalisées les statistiques sur les maladies en général, et d'avoir des données beaucoup plus précises, et voir que j'étais absolument pas à 13% de survie dans mon cas, par exemple. Magnifique. Non, mais ça fait Ça ça fait rassure. plaisir de voir se battre contre cette foutue maladie et gagner. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Parce que c'est une maladie qui est pas facile. Je pense qu'on a tous vécu un proche ou quelqu'un. Donc, Ouais. que quelqu'un a survécu, on a toujours un petit sourire. Tu vois. Enfin, moi, perso, c'est le cas. Je suis très heureux d'entendre. En tout cas, bah, j'ai un ami dont le fils a un cancer. Laurent, je pense que tu regarderas cette vidéo. Et il a un projet, donc lui, c'est aussi un spécialiste. Alors peut-être moins, il a moins ton profil, mais c'est un très gros power user de l'IA. D'accord. Et il a un projet qui s'appelle Medic Brain, bah, de créer en fait un outil qui permette aux soignants de centraliser toute la data sur le cancer au niveau mondial. Tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui dans cette vidéo, je pense que j'en connais pas plus sur ses connaissances, jusqu'où lui il va, Ouais. mais quoi qu'il en soit, on est exactement dedans, quoi. Ouais, enfin, très, très gros projet quand même, Laurent. Je te souhaite de finir ce projet-là, qui pourrait, je pense, être utile à beaucoup de monde. Je Ouais, pense ouais. que pas trop- Mais en tout cas, William, son fils, a vraiment beaucoup de courage. Je lui envoie toutes mes plus sincères pensées, et j'espère aller le voir très bientôt à Marseille, parce qu'ils sont à Marseille. Et ben, en tout cas, un grand merci. Donc, bah, je partagerai tout ce qui te concerne dans le descriptif de la vidéo, Super, merci. ta chaîne YouTube, etc. Je mettrai ton profil LinkedIn aussi. Voilà, tu le mérites, hein. Et puis, bah, s'il y a des personnes qui sont intéressées par tes compétences, bah, qu'ils n'hésitent pas à te contacter. Je réponds plus facilement sur LinkedIn que sur les autres supports. Sur LinkedIn, je suis beaucoup plus actif parce que bon, bah, tu connais, on est tous sur. En ce moment, Ouais. LinkedIn, c'est un peu le réseau du moment pour le boulot, on va pas se mentir. Donc, je suis très, très actif sur LinkedIn, clairement. Ok, ben, Merci beaucoup, Cédric, pour l'invitation. Moi, ça m'a fait super plaisir. N'hésite pas si tu as d'autres sujets ou quoi que ce soit. bah, ça sera avec plaisir. Je verrai avec les personnes qui regardent les vidéos, voir s'il y a d'autres sujets qu'on peut raborder dans une prochaine édition, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets, Il y a énormément de sujets, faut pas se mentir. même si moi, je suis plus orienté SEO, référencement naturel, Mhm. sur ma chaîne. Après, voilà, je partage aussi un petit peu sur les LLM, Ouais. sur l'IA de manière beaucoup plus généraliste, hein. Mais en Mhm. tout cas, je pense qu'il y a vraiment moyen d'aborder des sujets plus complexes. Ah Donc, oui, bon, on verra ça. Pas de yes. souci. Un grand merci à toi. Bah, toi aussi, merci encore une fois de m'avoir invité. Puis bah écoute, je te dis à la prochaine. À très bientôt.